Coupe du Monde 2022, l'exploit du Maroc face à l'Espagne. Les Lions de l'Atlas obtiennent leur première qualification en quart de finale de la Coupe du Monde après la série des tirs au but. Ils sont la seule équipe africaine encore en compétition qui sauve l'honneur de tout un continent. Je le disais tantôt, après leur élimination en huitième de finale du mondial Qatar 2022, les Lions du Sénégal sont rentrés hier soir à Dakar. Dès leur arrivée, ils ont été reçus par le président Macky Sall. Le chef de l'État leur a réaffirmé tout son soutien et sa confiance, mais aussi la fierté du peuple sénégalais. Il a d'ailleurs décidé du paiement de la prime de qualification en quart de finale pour toute la délégation. Compte rendu à Boubacar Kane. De retour au pays après une campagne épique au Qatar, les Lions du Sénégal ont été reçus avec les honneurs. Malgré leur arrivée tardive, le président Macky Sall a tenu à les recevoir, ce dont se félicite aussi bien l'équipe que l'encadrement, avec des messages de remerciement et de reconnaissance. Nous sommes de retour à la maison pour réitérer notre engagement vis-à-vis de notre nation, mais aussi pour vous remercier pour tous les efforts consentis pour mettre les Lions du Sénégal dans les conditions optimales de performance. Notre ambition était d'aller le plus loin possible dans cette compétition, mais la loi du sport en a décidé autrement. Merci à tous mes coéquipiers pour leur engagement et leur patriotisme. Peuple du Sénégal et d'Afrique, merci du fond du cœur pour vos prières et vos bénédictions, vos souhaits et votre attachement à notre sélection. Aujourd'hui, le football sénégalais est reconnu de par le monde. Et ça, nous vous le devons, non seulement de par votre accompagnement, mais parce que aussi vous avez su nous insuffler ce patriotisme, cet engagement pour la nation, avec de nouvelles valeurs qui sont la marque de cette équipe, de cette génération de joueurs qui sont en train d'écrire de belles pages. Ils ont représenté dignement le Sénégal, avec à la clé une qualification en huitième de finale, la fierté d'être parmi les 16 meilleures équipes du monde. Il n'y a pas de quoi rougir. Et vous êtes tombé devant l'Angleterre. Je suis fier des Lions du Sénégal. C'est ce que je veux vous dire. Parce que vous avez pu franchir le cap des matchs de poule. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays de football. L'Italie n'est même pas qualifiée pour aller au mondial. La Turquie non plus, etc. De grandes nations de foot. Vous êtes tombé sur du lourd, ainsi va aussi la loi du sport, avec l'Angleterre, berceau du football. C'est dire que El Tactico, votre équipe n'a pas démérité. Et il n'y a pas de quoi se faire du mauvais sang. Vous avez donné le meilleur de vous-même et vous l'avez surtout fait dans l'organisation et la discipline. Les lendemains de défaite sont certes difficiles, mais pour le chef de l'État, le souvenir du premier trophée continental reste encore vivace, en plus d'une qualification pour la deuxième fois consécutive en Coupe du Monde, une première dans l'histoire du foot sénégalais. Et comme le dit une sagesse populaire, quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Et quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Pensons donc positivement. Nous avons une belle équipe, des joueurs jeunes et talentueux, engagés et patriotes. C'est dire qu'il n'y a aucune place vraiment pour le bashing de notre équipe nationale. Une équipe plus que jamais dans le cœur des Sénégalais. Le président Macky Sall invite donc les joueurs à garder la tête haute et à rester concentrés sur les échéances à venir, notamment la conservation de la couronne continentale. Au nom de la nation et en mon nom personnel, je vous redis notre fierté. Je renouvelle ma confiance et mon soutien. Et soyez assurés que je resterai toujours votre premier supporter pour que dans votre préparation aux prochaines échéances, rien ne vous manque au plan administratif et logistique. Dans cette perspective d'ailleurs, je maintiens les primes de qualification de quart de finale qui
qui était prévu si jamais vous étiez qualifié. Donc nous verserons, Monsieur le ministre, l'intégralité de la prime de qualification pour les quarts de finale pour l'ensemble de la délégation officielle. J'y engage également votre encadrement au premier rang, évidemment, El Tactico, pour la campagne d'Abidjan à venir. Tous ensemble pour de nouveaux défis, le travail continue. Les joueurs et leur encadrement repartent du palais présidentiel, réconfortés. Du côté de Doha, c'était la joie chez les supporters marocains hier soir après la qualification historique du Royaume chérifien en quart de finale de la Coupe du Monde. Dans les couloirs du stade Education City de Doha, ils ont chanté et dansé au coup de sifflet final. Les supporters marocains rêvent d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux Ousmane Sissé, Pape Laïfaï et Ibrahim Mboup. Le Maroc pour toute l'Afrique. 32 ans après le Cameroun, 20 ans après le Sénégal, 12 ans après le Ghana, les Lions de l'Atlas se hissent en quart de finale de la Coupe du Monde. Exploit retentissant, exploit historique. On est très fiers, on est très contents pour le continent africain, pour tout le monde. On souhaite que du bonheur pour la suite. On est très fiers déjà, parce que nous on vit en France, mais on est toujours entre Africains. Donc il n'y a pas de différence entre nous et on est très fiers pour notre continent avant tout. On est aussi marocains, donc on est très fiers pour notre pays. Pour les supporters, c'est un moment de pur bonheur. Bonheur teinté de fierté. Les scènes de joie au stade Education City sont à la mesure de la performance. Tous heureux parce qu'on est qualifié, on a gagné l'équipe d'Espagne, c'est une grande équipe. On verra en quart de finale. Oh, les gens, vive le Maroc! On dit une victoire méritée. Alors là, on vient de voir la vraie victoire du Maroc, le potentiel marocain. Et on est là, on va y aller, Inch'Allah, jusqu'au bout. Maintenant, les Marocains rêvent du grand soir. Ils ne se fixent plus de limites et veulent toucher les étoiles. La prochaine fois, j'espère que le Sénégal va gagner la Coupe du Monde. Après le Maroc, qui va le gagner, cette Coupe du Monde. En 2022, le Maroc va prendre la Coupe du Monde. Il va gagner. Vive le Maroc et vive l'Afrique. On est même rêve. On a de la Coupe du Monde. En quart de finale, le Maroc fera face au Portugal. Dans cette Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas ont un grand appétit et veulent bouffer tous leurs adversaires. Ces supporters aux anges n'attendent que ça. Cette qualification des Lions de l'Atlas également célébrée au Maroc, scène de liesse dans le royaume chérifien à travers les grandes villes. Après cette qualification des Lions de l'Atlas en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 face à l'Espagne, de la joie exprimée comme vous le voyez dans ces images partout dans le royaume chérifien. Vous l'avez suivi sur nos antennes, l'artiste sénégalais a été sacré lauréat du prix CEDEAO 2022. Omar Pène, qui prépare également les 50 ans de sa carrière, était l'invité hier de Ibrahima Diédhiou dans le 20h. Je vous propose de l'écouter. Bon, j'étais à Paris et le service du ministère de la Culture m'a appelé pour me faire part de la nouvelle. En fait, mais on ne m'a pas tout expliqué parce que c'était plutôt confidentiel. Donc, on m'a dit qu'il se prépare quelque chose à Abuja et qu'il y a un prix, quand même, que le Sénégal a gagné à travers ma voix. Donc, je l'ai appris comme ça, mais sans plus d'explication, encore une fois. Donc, voilà. Et je suis revenu au Sénégal mercredi. Et samedi matin, on m'a mis dans l'avion pour direction Abuja. Et comme je suis de nature très optimiste, disons, de par mon panafricanisme, je me suis toujours dit qu'il fallait porter la bonne parole parce que je suis sûr et certain que
Comme je l'ai toujours dit, je suis un afro-optimiste et que compte tenu du fait que nous avons beaucoup de choses à prouver en tant que continent, et je me suis dit que pourquoi pas ne pas apporter ma voix à ce qui pourrait faire avancer les choses. Donc voilà, j'ai déjà choisi ma voie, encore une fois, et je crois que, et jusqu'à présent, j'y crois. Bon, aujourd'hui, je suis comblé, disons, on peut dire ça, comme ça, parce qu'en fait, si la CEDEAO a décidé quand même de récompenser tous ces efforts fournis depuis des années, je me suis dit que, quelque part, bon, il y a des oreilles attentives qui écoutent ce que nous faisons, justement. Et ça, c'est important pour la suite. Alors, vous dédiez ce prix au président Macky Sall. Pourquoi? Parce que vous êtes sénégalais ou il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à lui en fait, vous savez, lui faire cet honneur? C'est le Sénégal qui a été honoré. Et comme le président Macky Sall était présent, justement, j'ai eu cette chance-là, il était assis en face de moi. Et quand on m'a annoncé, donc je suis venu pour recevoir le prix, il s'est levé et il m'a accompagné, encore une fois. Hein? C'est votre ami, le président Macky Sall. Oui, mais écoutez, on a des relations. Donc, mais moi, je trouve que quand même c'est un geste très appréciable. Et comme c'est le Sénégal qui est honoré, c'est le Sénégal qui a été primé, donc je trouve que ce serait normal, parce que c'est le premier Sénégalais, encore une fois. Et qu'il y avait tous ces pères, je me suis dit que, mais voilà, comme ce prix est dédié au peuple sénégalais, et comme il y a le premier Sénégalais qui est assis là, donc je trouve que c'est une bonne occasion pour lui dire que voilà, c'est pour vous, encore une fois, parce que je pense que c'est quelque chose de très bien. C'est à travers ma voix, mon pays a été choisi parmi tant d'autres, comme vous le savez, parce que la CEDEAO regroupe 15 pays, donc il y a eu plein de candidatures. Si le candidat du Sénégal a été choisi, moi je crois que c'est un honneur pour tout un pays. Et comme le président était là, je me suis dit que ben voilà, donc je lui ai dédié ce prix-là, à travers lui, tout le peuple sénégalais. L'actualité, c'est aussi le défilé de Chanel à Dakar. Pour les besoins de ce show, Naomi Campbell a été reçue hier dans la soirée par le président Macky Sall. Le mannequin, productrice et actrice britannique a exprimé son engagement dans le recyclage et la mode, un projet qui vise à favoriser l'éclosion des jeunes talents et la créativité en Afrique. Le top modèle des années 80 était accompagné du directeur créatif du magazine Vogue. On l'écoute à sa sortie d'audience. Je suis là aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, pour venir assister au show Chanel, qui est un immense événement, puisque c'est la première fois qu'une grande marque de luxe se produit un show dans l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le but de ma rencontre avec le président de la République a tourné autour de, bien évidemment, mon engagement et aussi des méthodes de recyclage qui peuvent être adaptées ici, à la mode et au Sénégal. Tous les projets que nous discutons sont toujours sur le long terme. Nous avons pu aborder le projet de Emerge, qui est le projet ici de Madame Naomi Campbell, qui vise non seulement à favoriser les jeunes talents, mais aussi, bien évidemment, inclure une démarche responsable dedans. Il nous faut absolument que l'on puisse se concentrer sur les talents et la créativité en Afrique et dans le monde, et puisse faire donner un lendemain à toutes ces initiatives que nous avons discutées aujourd'hui. Je suis ici accompagné de Monsieur Edouard Deninfoul, qui est le directeur créatif de Vogue Monde. C'est aujourd'hui que j'ai voulu le présenter à Monsieur le Président pour qu'il puisse comprendre la démarche derrière toute cette initiative et son inclusion à l'intérieur de toutes ces démarches-là. Je suis ici accompagné. Le président Macky Sall qui a également reçu en audience le président de Chanel SAS qui tient ses activités de mode à Dakar, un choix qui se justifie par la place stratégique du Sénégal dans le domaine de la culture. Un défilé et une exposition sont prévus
en début 2023 à Dakar. On écoute à ce propos Bruno Pavlovski à sa sortie d'audience. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Monsieur le Président pour venir lui présenter le projet définitif de la présentation ici de Chanel à Dakar. Présentation qui va commencer cet après-midi par le défilé et qui s'en suivra un petit peu plus tard au mois de janvier par une exposition à l'IFAN sur les savoir-faire uniques, exceptionnels de la couture. Et donc on voulait vraiment remercier chaleureusement le président, mais aussi tous les interlocuteurs qu'on a eus ici à Dakar pour pouvoir faire en sorte que ce défilé puisse avoir lieu dans l'ancien palais de justice et que derrière, cette exposition assez exceptionnelle puisse se passer au niveau de l'IFAN. Pourquoi le choix de Dakar ? Parce que notre directrice artistique, Virginie Viard, à l'issue de plusieurs rencontres qu'elle a pu avoir avec nos ambassadeurs, nos ambassadrices, un certain nombre d'artistes ici qui vivent à Dakar, a été impressionnée, a été séduite aussi par cet hub créatif, cette énergie créative que l'on peut trouver à Dakar. Et donc c'est une façon pour nous de venir croiser le savoir-faire, la vision de Chanel sur ce hub créatif. Et donc c'est ce regard croisé aujourd'hui à partir d'une collection Chanel qui va nous permettre de trouver un ancrage ici à Dakar important. Et nous reparlons de la visite du chef de l'État sur les chantiers du BRT ce mardi. 500 000 passagers par jour pourront emprunter dans le second trimestre de 2023 le tronçon du bus rapide transit, assurance des responsables du projet devant le président Macky Sall et Omar Nying. Cette visite sur les chantiers du BRT traduit le prix que le président de la République Macky Sall attache à ce projet novateur qu'il a initié au profit des populations. Nous avons travaillé sur un corridor, le corridor le plus densément peuplé et congestionné de Dakar sur 18 km pour offrir un BRT électrique, une première mondiale, un BRT électrique sur 18 km qui traverse 14 communes pour à terme transporter 300 000 voyageurs par jour. Avec ces éléments de contexte, la vision est claire. L'originalité du projet très marquée et l'état d'avancement satisfaisant. C'est un travail vraiment herculien qu'il va falloir exécuter et nous pensons que en ce qui concerne le couloir, au plus tard, au mois de mars, c'est terminé. Mais ce n'est pas ce qui est le plus gênant. Le plus gênant actuellement, ce qui gêne le trafic, c'est les routes de circulation générale. Nous sommes très avancés et pour les routes de circulation générale, les travaux seront terminés au mois de décembre. Et rassurez-vous, pour l'assainissement, c'est pris en compte tout le couloir, sur tout le couloir du BRT, sur l'ensemble des 18 km, et on règle même des problèmes d'assainissement qui étaient là depuis des décennies. Le couloir du BRT, parce qu'on voulait que ce soit coloré, pour donner une identité visuelle au BRT. Les bâtiments, Tcherno en a parlé tout à l'heure, il y a le dépôt de Gadaï, c'est très avancé, c'est un élément important du BRT, et ça, au mois de mars, il sera livré. Vous avez les stations qui seront très, très visibles. Mais on a fait un design architectural très, très moderne. Et comme vous le voyez, la structure est pratiquement terminée. Il reste juste la couverture et les finitions. Et ça aussi sera terminé au mois de mars. Les infrastructures routières et les équipements connexes sont en place. Et la réalisation du projet intègre les volets environnemental et social, créant du coup les conditions d'une exploitation aux normes. C'est plus de 500 000 passagers que nous comptons par jour avoir à bord. 500 000 multipliés par 365 billets vendus, on voit rapporter à la population du Sénégal la prouesse qui sera la nôtre. Et comme vient de le dire à l'instant notre collègue, cette prouesse, elle n'est pas que l'affaire du BRT, mais elle est le résultat de votre vision, qui est d'abord une vision multimodale d'aménagement du territoire. Et de ce point de vue-là, les projections sont assez claires. 40%, au moins 40% des clients des Sénégalais qui prendront le BRT viendront des bus de rabattement, d'où l'importance des connexions qui viennent de vous être indiquées.
Après les études techniques, nous avons fait les études environnementales, ce qui nous a valu d'avoir le certificat de conformité environnementale. Et on est en règle par rapport à la législation forestière en matière d'abattage d'arbres, de reboisement compensatoire. En plus des 1 800 000 tonnes qu'on va faire d'économie de CO2, le projet prévoit de faire un reboisement compensatoire, donc des puits de carbone, et ça va aussi faire des plantations d'alignement, ce qui va nous ouvrir d'autres portes vers le marché du carbone. 2000 emplois dans la mise en œuvre, le BRT va générer 1000 autres emplois dans l'exploitation. Avec l'accélération des travaux, les populations sont aux anges. Elles l'ont manifesté au président de la République. Au second semestre de 2023, 500 000 passagers sont prévus. Le chef de l'État qui a exprimé toute sa satisfaction sur la conduite des travaux, comme souhaité, le président Macky Sall a engagé les responsables à tenir les délais en insistant sur le respect des normes, la multimodalité et l'interconnexion du réseau. Je propose d'écouter le président Macky Sall au micro d'Omar Nig. Ce fameux chantier dont on a tant parlé, pour donner une mobilité nouvelle aux populations de Dakar. Une mobilité qui respecte l'environnement, parce qu'il s'agira de bus électriques sur voies dédiées qui permettront une capacité d'emport jamais égalée au Sénégal. Je suis très heureux de voir que les travaux avancent, comme je l'espérais. Et j'ai voulu challenger l'entreprise qui fait les travaux du génie civil, CRBC, mais également l'entreprise partenaire Dakar Mobilité, qui est le concessionnaire du BRT, puisque c'est lui qui doit fournir les bus électriques pour que le tout soit opérationnel lors du dernier trimestre 2023. Donc j'ai laissé suffisamment de marge pour les uns et les autres. Le dernier trimestre 2023, les populations doivent pouvoir emprunter le bus de Guédiawaye à Dakar sur les 18 km du parcours et les 23 stations qui sont dédiées. Alors, je suis très fier vraiment de ce travail. Il reste à faire du BRT également une des composantes de la multimodalité en matière de transport. Parce que quelqu'un qui quitte son domicile, qui prend le BRT, mais qui veut aller dans une direction perpendiculaire à celle du trajet, il a besoin d'un autre outil. Ça peut être le train express régional, ça peut être un bus ou un taxi. Il faut donc que le CETUD travaille de façon rapide sur l'intermodalité. Ensuite, la liaison entre le terminus de Petersen et la gare du BRT, il nous faut une solution de transfert qui permettent vraiment une mobilité circulaire. Je voudrais également féliciter l'AGEROUTE sur vraiment son travail remarquable auprès du CETUD, notamment sur la supervision des travaux du génie civil, mais surtout l'assainissement, qui a beaucoup fait souffrir les populations de Dakar pendant ces 2 dernières années. Et c'est pourquoi j'insistais pour que l'on puisse fermer les routes, que dès le mois de mars, que la circulation sur les voies normales puisse reprendre afin de limiter les difficultés, les désagréments. Et je me réjouis également de l'ingénierie sociale dont le BRT a pu faire montre et des réconciliations qui ont été faites. L'État a mis en place les moyens pour payer toutes les impenses et tout cela est très important. Donc vraiment, c'est un grand satisfait que je donne à l'ensemble des acteurs, aux ministres, les infrastructures, ses collaborateurs, à l'ensemble des directions, mais également aux partenaires, puisque là, c'est un projet partenariat public-privé. Et ça, c'est nouveau. Ce n'est pas seulement la voirie, mais c'est la voirie, mais aussi les véhicules, le transport, les services. Ce mardi, le président de la République a aussi reçu les lettres de créance de 2 diplomates nouvellement accrédités à Dakar. Il s'agit des ambassadeurs du Vatican et de la Thaïlande, un cérémonial qui marque leur entrée en fonction officielle à Aboubakry Kane. Une tradition bien respectée pour l'entrée en fonction officielle de nouveaux diplomates accrédités à Dakar. D'abord, l'ambassadeur du Vatican,
le nonce apostolique au Sénégal, au Cabo-Verde, en Guinée-Bissau et en Mauritanie. Monseigneur Waldemar Stanislas Sommertak, venu présenter ses lettres de créance, est un archevêque titulaire de Maastricht. Né à Wigborg, en Pologne, le 6 février 1968, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Pelplin en 1993. Après des études en diplomatie à l'Académie pontificale ecclésiastique du Saint-Siège à Rome, Monseigneur Sommertak est également diplômé en droit canonique à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2000, il a servi en Tanzanie, en Bosnie et en Israël. C'est en 2018 qu'il a reçu l'ordination épiscopale par le Saint-Père François, avant d'être nommé cette année nonce apostolique au Sénégal. Second ambassadeur à sacrifier au rituel diplomatique, Madame Tipawan, née en 1963. Le nouvel ambassadeur de la Thaïlande au Sénégal est titulaire d'une maîtrise en affaires internationales et diplomatie à l'université de Thammasat. Elle a intégré le ministère des Affaires étrangères comme attachée au département des affaires politiques. Elle a servi comme conseiller dans l'administration, notamment au département de l'information et au bureau du secrétaire permanent. Madame Tipawan a également exercé des fonctions à Vienne et à Canberra. Désormais, elle représente la Thaïlande au Sénégal avec rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. En retraite à Dakar, le comité des Nations Unies pour la promotion des droits du peuple palestinien a été reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Chernion, président du comité, par ailleurs représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, et son homologue de la Palestine ont exprimé leur reconnaissance au président Macky Sall pour son plaidoyer pour la cause palestinienne. Aboubakr Kane. C'est une délégation du bureau du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien qui est venu rendre une visite de courtoisie au président Macky Sall. Occasion également de lui rendre compte des travaux du dit comité en conclave à Dakar. Hier, nous avons tenu une retraite historique ici à Dakar et c'est la première fois que le comité tient sa retraite hors du siège. Pour renouveler donc au président notre gratitude, mais aussi pour le rôle de leadership que le Sénégal joue depuis la création de ce comité. Je voudrais dire notre gratitude au président de nous avoir reçus en compagnie du ministre des Affaires étrangères. Et j'ai saisi aussi l'occasion pour dire au président de la République, pour lui transmettre les salutations du président Mahmoud Abbas. Nous avons aussi remercié le président pour ses positions de principe sur la Palestine, sur sa nécessité de maintenir le cap pour défendre donc le peuple palestinien. Le Sénégal, qui préside ce comité depuis 1975, joue un rôle très important dans la promotion des droits des Palestiniens. Et la retraite de Dakar a des objectifs précis. Nous avons essayé de voir comment mieux affiner notre stratégie, comment améliorer nos méthodes d'intervention dans un contexte international qui est marqué par exemple par diverses crises, comme par exemple la guerre en Ukraine, toutes situations qui font que la question palestinienne tend à être négligée, comme d'autres crises qui se déroulent en dehors de ce théâtre européen-là. Donc nous étions là pour réfléchir, pour voir comment faire mieux à l'avenir. We also expressed our gratitude to Senegal. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour dire notre reconnaissance au Sénégal pour le rôle qu'il a joué au sein d'abord du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, pour le rôle que le Sénégal a joué dans la promotion des droits des Palestiniens. Remercier le Sénégal, mais aussi à remercier tous les membres du comité pour le rôle qui a été joué pour défendre les droits de ces Palestiniens. Le comité soutient tous les efforts visant à parvenir à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien. L'ambassadeur de la Palestine aux Nations Unies a aussi transmis au président Macky Sall l'invitation de son homologue de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour une visite à Ramallah.
Également dans l'actualité, l'anniversaire du musée des civilisations noires, l'enceinte à 4 ans cette année, inauguré le 6 décembre 2018. Il abrite des expositions, des conférences internationales sur l'histoire du continent africain. Entre autres événements majeurs ces dernières années, l'expo Picasso à Dakar et la Biennale Ndeye. Un programme sobre mais riche a été mis en place pour marquer l'événement. Aujourd'hui, en termes de fréquentation, je pense qu'on a déjà atteint les niveaux qu'on avait avant la pandémie. Les activités se sont diversifiées. Il y a une activité dite scientifique et puis il y a l'ouverture d'une nouvelle galerie. On travaille cette année sur le thème de l'incivisme au sens global du terme. C'est-à-dire ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe sur les plages, les questions d'environnement, les questions de comportement déviant, etc., etc. Les activités ont démarré avec la présentation du livre « Saleté et propreté au Sénégal ». Un essai de 247 pages qui traite de la gestion des déchets plastiques, des inondations et de civisme. Être sale, je pense que tout le monde produit de la saleté tous les jours. Chaque individu qui consomme en moyenne 30 litres d'eau par jour est obligé de rejeter en partie donc cette eau. Et les gens les plus propres sont les gens les plus sales. Le plastique et le synthétique posent le plus de problèmes aujourd'hui et tout un chacun détient des objets qui sont donc des objets en plastique que l'on utilise dans le fuselage même aujourd'hui des avions, mais dans la protection des véhicules. Il y a beaucoup de plastique en synthétique qu'on appelle bakélite. Donc le plastique, c'est aujourd'hui une civilisation. Une donation de livres en faveur d'écoles a été organisée. Ce qui constitue un des projets du musée qui consiste à former la jeunesse et à l'amener à s'imprégner de son histoire afin de mieux appréhender l'avenir. Cette année, nous avons voulu davantage intégrer les écoles, les enfants, à travers les livres. À travers les livres et la lecture, à travers les documents pédagogiques. C'est pourquoi nous avons travaillé avec ces maisons d'édition Nathan afin que les ouvrages qu'ils ont réalisés et qui vont dans le sens de la renaissance africaine, qui vont dans le sens des civilisations noires, que ces ouvrages-là puissent être disponibles dans nos écoles. Une grande exposition est prévue dans les jours à venir pour clôturer les célébrations. D'une superficie de 15 000 mètres carrés sur 4 niveaux, le musée des civilisations noires a été conçu dans le but de mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique mondial. Il est composé d'une salle de conférence, d'un auditorium de 150 places, de locaux administratifs, d'un atelier de conception des expositions, d'un espace polyvalent et de réserves. Le processus de réhabilitation de l'Observatoire national de l'industrie est enclenché. Il va permettre de renforcer la gouvernance dans ce secteur, un dispositif de veille informationnelle et une base de données pour mieux asseoir la politique industrielle du Sénégal d'ici 2035 est mise en place. Notre pays, vous le savez, est selon un rapport de l'ONUDI et de la BAD, le 7e pays le mieux industrialisé en Afrique. Philomène Constance Diagne. L'idée d'une réhabilitation de l'Observatoire est née de la mise en place des agropoles. Dans toute la mise en œuvre de ce projet, s'était posé la question donc, de la maîtrise des informations sur le développement industriel, sur le secteur industriel, qui était un point fondamental. Et on avait discuté avec l'ONUDI de la réhabilitation justement de cet observatoire qui avait été mis en place il y a quelques années avec l'appui de l'ONUDI. Cet observatoire national de l'industrie est remis sur pied pour suivre en permanence les performances du secteur. Il sera à cet effet un moyen d'indicateur fiable et exploitable qui pourra aider à la prise de décision pour les différents acteurs. L'organisation de l'information industrielle à travers une plateforme constitue un outil fondamental pour la programmation, le suivi et l'évaluation des actions et politiques économiques et industrielles. Des pouvoirs publics est un instrument par excellence pour la prise de décision des opérateurs économiques. La restauration de l'Observatoire viendra combler ce vide créé par le manque de données et d'analyses industrielles nécessaires dans les mécanismes de gouvernance. L'Observatoire national de l'industrie a un rôle capital dans le suivi des résultats des projets prioritaires du PSE,
pour le secteur de l'industrie, notamment les plateformes industrielles intégrées, les agropoles compétitifs et intégrés, le hub minier régional, le pari industriel automobile, les projets Victoire rapide, Cuirs et Peaux. Je suis particulièrement heureux de noter que l'Union africaine et l'ONUDI viennent de lancer l'Observatoire africain de l'industrie à l'occasion du sommet sur l'industrialisation de l'Afrique et de la diversité économique qui s'est tenu le 25 novembre 2022 à Niamey. Cet observatoire vient à point nommé au moment où l'ONUDI et la Banque africaine de développement ont placé le Sénégal à la 7e position sur 52 États africains dans un rapport de l'indice de l'industrialisation. Partons à Kédougou où s'est tenue la conférence publique sur la gestion et la répartition des richesses issues de l'exploitation des ressources minières. Cette rencontre d'échange a permis aux différentes parties prenantes de rappeler l'obligation des sociétés minières basées à Kédougou de s'acquitter de la responsabilité sociétale d'entreprise. Thiorodiang pour le compte rendu. Acteurs territoriaux, responsables des sociétés minières, membres de la société civile en conclave à Kédougou. Au cœur des échanges, les questions relatives à l'emploi, le contenu local, la protection de l'environnement et la responsabilité sociétale des entreprises minières à Kédougou. Vous avez suivi le débat à l'intérieur, hein? Et il y a des esquisses de solutions, et encore une fois, mais surtout, les gens ont mis sur la table les vraies difficultés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et vous avez suivi aussi l'exposé du conférencier qui a fait une excellente communication sur il faut aller vers quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans l'avenir pour que toutes ces difficultés-là auxquelles les collectivités locales et surtout les populations locales, les populations de Kédougou sont confrontées, puissent trouver des débuts de solutions. Et on a vu que les échanges ont abouti à des idées très pertinentes. On a entendu des propositions assez intéressantes. Ça a été une rencontre assez directe, démocratique dans l'organisation et permettre aux acteurs, et si bien les sociétés que les populations, la société civile, toutes les parties prenantes de s'exprimer en toute liberté. Et voilà, c'est une occasion de maintenir le dialogue entre ces acteurs qui me semble être hautement importante. Pour une meilleure répartition des richesses, les cahiers de charges des entreprises minières doivent être améliorés. D'ailleurs, une étude d'impact a été validée. Les sociétés minières doivent s'acquitter de leur responsabilité sociétale d'entreprise pour réaliser des projets afin de promouvoir le développement local. Pensons qu'il y a à accompagner cette étude d'impact environnemental par l'élaboration de ce que j'appelle un plan d'action RSE, un PARS. Ce plan d'action RSE devrait permettre de contenir l'ensemble des attentes et des possibilités, des opportunités qui sont offertes à la communauté en termes de réalisation. Pour qu'avant le projet, que les populations, de commun accord avec les investisseurs, arrêtent les projets ou bien définissent les attentes qui pourront être satisfaites. Et je pense que ça pourrait régler, au moins apporter de la stabilité et de la sérénité dans les zones abritant des opérations minières. Ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que les sociétés minières sont là pour leur donner des opportunités. C'est à eux de se former, c'est à eux de se structurer, c'est à eux de mettre en place leur entreprise qui leur permettent de saisir vraiment ces opportunités. Parce que les emplois au niveau de ces sociétés minières-là ne sont pas élastiques, ils sont limités. Tout le monde ne peut pas travailler. Mais par contre, avec une entreprise bien mise en place, avec vraiment un engagement des jeunes, ils peuvent saisir beaucoup d'opportunités. Cette année, 7 milliards sont prévus comme fonds d'appui aux communautés, 2 milliards de plus que l'année dernière. La répartition de ces fonds devra permettre de répondre aux attentes des populations locales. Et nous parlons maintenant du contenu communautaire dans la commande publique des pays de l'UEMOA, un défi et des enjeux. Pour mieux cerner la question, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et l'autorité de régulation des marchés publics peaufinent des stratégies objectifs aider à une appropriation de la commande publique par les opérateurs économiques. Amadou Diallo et Mama Moussagnan. Pour une effectivité de la préférence nationale et communautaire, la CNES et l'ARMP prennent les devants. Pour un approvisionnement local de qualité et au meilleur coût, des barrières sont à lever.
des barrières à l'entrée pour les entreprises communautaires et nationales subsistent. En effet, et à titre d'exemple, si l'on demande aux entreprises nationales des références d'avoir construit et exploité une autoroute sans jamais leur avoir donné cette opportunité, force est de constater qu'on écarte volontairement les dites entreprises. Il faut arrêter de faire des entreprises nationales et communautaires des entités vouées à la sous-traitance. Il s'agit notamment de renforcer les entreprises à travers la commande publique et d'augmenter leur part de marché. C'est le sens de l'organisation de cet atelier avec le secteur privé national pour trouver les voies et moyens de renforcer nos entreprises à travers la commande publique, même s'il a été constaté qu'entre 2020 et 2021, leur part de marché correspond autour de 67% du volume des marchés. L'État du Sénégal se renforce ainsi dans la prise en charge du secteur privé national à travers le PAP 2A. Il me plaît de rappeler que Son Excellence le Président de la République porte une attention particulière au développement du secteur privé national. En effet, le plan d'action prioritaire 2 ajusté et accéléré, PAP 2A, a introduit un changement de paradigme dans la dynamique de développement national, en misant fortement sur le secteur privé. C'est ainsi que 40% de son financement, représentant un montant de 4 770 milliards, est attendu de ce secteur d'ici fin 2023. La compétitivité des entreprises a également un volet social non négligeable. Je voudrais, au nom des membres du Haut Conseil du dialogue social, exhorter tous les acteurs impliqués dans la commande publique communautaire à s'approprier également les mécanismes de dialogue social pour relever les défis et atteindre les objectifs visés. En effet, il est aujourd'hui unanimement admis à l'échelle mondiale que le dialogue social constitue un levier indispensable de la gouvernance des relations professionnelles. Les défis et enjeux du contenu communautaire dans la commande publique des pays de l'UEMOA vont aussi prendre en compte le secteur informel. L'État travaille à la restructuration de la Poste. L'entreprise qui a connu d'énormes difficultés de gestion veut restaurer son image. À cet effet, le directeur général a annoncé un plan stratégique d'expansion et le ministre de la Communication et des Télécommunications s'engage aussi à mettre en œuvre toutes les réformes qui s'imposent à la situation actuelle. Fatoumata Savané. Face aux difficultés que traverse la Poste, le ministre de tutelle est venu apporter le soutien du gouvernement aux agents. Le ministre des Télécommunications assure que l'État est en train de prendre toutes les dispositions pour sa restructuration. Aujourd'hui, l'État est derrière la Poste, l'État est là engagé pour toutes les réformes qui sont envisagées avec l'ensemble des acteurs pour que la confiance revienne au sein de ce groupe La Poste, qui est un groupe qui a de l'avenir. Parce que les nouveaux défis aujourd'hui technologiques sont à la portée de la Poste. Le e-commerce, comme par exemple, le numérique est un atout majeur que la Poste effectivement peut bel et bien saisir. Forte mobilisation du personnel et des partenaires de la Poste, le ministre a saisi l'occasion pour rappeler les efforts consentis par l'État. Et je tiens à préciser d'abord que l'ensemble de la dette que l'État du Sénégal avait à l'endroit de la Poste a été réglé, à savoir 42 milliards. À cela s'ajoute pour la rémunération du service public qui passe de 1,4 milliard à 2 milliards en 2021, 3 milliards en 2022. Le président de la République l'a ramené à 6 milliards pour l'année 2023. Pour sa part, le directeur général de la Poste, Mohamedou Diaité, se dit conscient des enjeux et défis. Il a ainsi élaboré un plan stratégique d'expansion pour sortir la boîte de cette situation. Les autres rencontres, le collectif national des prestataires de services agréés par la Sénélec a tenu une formation en habilitation électrique. 8000 entreprises sont concernées à Dakar et dans les régions. Moussa Mané. Ce sont près de 70 000 agents prestataires qui sont concernés par cette formation en habilitation électrique. Pour la direction générale de la Sénélec, il s'agit d'outiller ces agents pour un meilleur service. L'employeur est le garant et le premier responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs dans son périmètre. Il a l'obligation de veiller au respect de la réglementation applicable en la matière. De ce fait, Sénélec doit s'assurer
conformément au Code du travail et autres dispositions en vigueur, que les opérations réalisées sur nos installations électriques ou dans le voisinage sont effectuées par des travailleurs habilités. Organisée en collaboration avec le collectif national des prestataires agréés par Sénélec, la formation est pilotée par le centre de formation. La réussite de cette phase pilote et les retombées positives qui en découlent vont nous conforter dans l'option de faire de Sénélec une société de services publics performante, innovante et toujours au service de ses clients et du développement économique et social du Sénégal. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement l'ensemble des acteurs du réseau, mais également le directeur du centre de formation et le coordonnateur du CNPS, avec l'enrôlement de plus de 70 000 techniciens dans une collaboration et un engagement sans commune mesure. Pour les bénéficiaires, cette formation vient à son heure. Elle permettra aux agents de se familiariser avec les nouvelles techniques. Ils ont saisi l'occasion pour magnifier la franche collaboration avec la Sénélec. La première assemblée générale annuelle de la conférence de l'Organisation des femmes du secteur maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elles sont pilotes, chefs d'entreprise, techniciennes, manutencières. Toutes entendent jouer pleinement leur rôle dans la transition vers un transport maritime décarbonisé, numérisé et durable. Awa Ndiaye. Le WIMAOCA est un aboutissement d'un long processus qui a vu naître d'autres associations. Les femmes ont su se faire une place dans le secteur maritime. Elles occupent des fonctions différentes. Le thème retenu est la transition vers un transport maritime décarbonisé, numérisé et durable. La place de la femme n'est plus à démontrer dans le secteur maritime. Il était de mon devoir, en tant que ministre des Pêches et de l'économie maritime, de venir les encourager, leur dire que suivre l'exemple du Sénégal que je connais le mieux, doit faire tache d'huile, parce que sous l'impulsion du président Macky Sall et de M. le Premier ministre, je suis engagé à soutenir les femmes dans ce secteur pour qu'il y ait une discrimination positive, pour que les femmes puissent se hisser vers le haut et occuper des postes de responsabilité comme les hommes. L'administration maritime reconnaît le genre. Les transformatrices, les mareyeuses se livrent aux activités génératrices de revenus. Créée par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, l'Association des femmes du secteur maritime a pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes dans l'industrie maritime, mais aussi de construire et de renforcer les capacités maritimes des femmes dans la sous-région. Les objectifs du développement durable, on citera d'abord comme premier objectif l'objectif numéro 5, qui est d'autonomiser les femmes, notamment les femmes du secteur maritime. L'objectif numéro 13, le changement climatique. On sait qu'aujourd'hui, on doit lutter contre le changement climatique. Il y aura la partition des femmes. L'objectif 14, ça c'est pour nos océans, le secteur maritime. Comment protéger nos océans, conserver, exploiter et protéger nos océans de façon durable. Asseoir le leadership féminin avec une industrie maritime durable, c'est le credo de l'Agence nationale des affaires maritimes, ANAM. L'État du Sénégal appuie cette dynamique et reste disponible et des recommandations sont attendues. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient dans quelques instants avec Adjaratou Ramaboué. Bel après-midi à tous et à demain.